à toutes et à tous. Vous arrivez là petit à petit. Donc, je vous remercie de prendre le temps de participer à ce webinaire sur Et si on replaçait l'apprenant au centre de nos formations. Donc, je me présente, je suis Christine Froly, je suis chargée de projet Digital Learning à Innovation. Donc, ce webinaire va se composé de deux parties. On va parler de et si on replaçait l'apprenant au centre de nos formations, l'approche Learner-Centered. Donc, je vais commencer par parler un peu, mais vous allez participer aussi. Et vous aurez une session de questions-réponses. Donc, je vais parler à peu près une demi-heure et il y aura 10 minutes, un quart d'heure en fonction des questions que vous avez à la fin du webinaire que vous pourrez poser dans le chat que vous utilisez déjà. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter Innovation. Innovation, donc, c'est une société qui existe déjà depuis presque 25 ans, hein, plus d'une vingtaine d'années en tout cas. Nous sommes spécialistes de e-learning depuis tout ce temps-là et particulièrement de Moodle. Nous sommes 65 collaborateurs, donc vous en voyez deux pour l'instant. Nous avons un chiffre d'affaires de 6 millions, dont une partie, 200 KE, est consacrée annuellement à la recherche et au développement qui, pour des plugins, par exemple, des développements spécifiques. Les services que nous proposons, donc nous sommes Moodle Partner, nous travaillons sur de l'open source, Moodle Partner et Partner Premium. Nous travaillons sur du conseil et de l'audit, c'est-à-dire que nous allons vous accompagner à faire le point un peu sur votre solution e-learning, sur la manière de mieux la gérer, aussi bien d'un point de vue fonctionnel que technique. Nous assurons la formation aux outils que nous proposons. Nous faisons aussi du développement, comme je vous le disais tout à l'heure, des plugins. Vous allez en voir certains pendant la visio. Nous disposons également d'un studio de création qui vous permet d'avoir des modules clés en main. Évidemment, nous proposons de l'hébergement, Moodle, Moodle Workplace et Totara. Et puis, nous proposons du support pour vous accompagner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors, on va s'intéresser maintenant. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Iman, vous avez un problème, Iman, ou c'est une erreur? Très bien. Mais je vous remercie. C'était un salut, en fait, en quelque sorte. Alors, on va partir d'un constat. D'après Edflex, 71% des salariés se forment en autonomie dans la formation. Ils vont surtout chercher, grappiller du contenu sur Internet. Et 26, d'après l'ISTF, il y a un constat des services RH. Si la majeure partie des entreprises mettent en place des formations digital learning, il y a souvent un manque de compétences en formation digitale. Qui plus est, s'il y a un effet waouh de la formation, c'est-à-dire qu'on va penser la formation, on va la faire belle, on va la faire attractive, euh, en fait, il n'y a pas forcément d'efficacité. Les modalités proposées ne sont parfois pas en adéquation avec le public cible de la formation, avec le contexte dans lequel il apprend, avec ses conditions de travail, d'apprentissage, avec ses besoins, avec ses attentes. Et puis aussi, parfois, par manque de temps, de moyens, de formation, euh, les contenus proposés réduisent la formation à une succession de PowerPoint qui sont mis au format PDF ou de vidéos euh, qui sont parfois alternés avec des quiz. Pour citer Christelle Lison, au Moodle Mood 2023, une citation que j'affectionne particulièrement, Moodle est le plus grand cimetière de PDF. Alors, autant vous dire que travaillant avec Moodle toute la journée, c'est à la fois vrai, mais en fait, Moodle est un outil puissant qui vous permet de faire bien mieux. En fait, ce que je vous propose d'explorer, c'est la solution. Et si simplement, la solution, c'était de replacer l'apprenant au centre de formation, parce que finalement, c'est pour lui qu'on crée une formation. Je vous propose dans un premier temps d'abord de recueillir votre avis, puisque c'est vous qui êtes au centre du webinaire. Pour vous, qu'est-ce que permet l'approche centrée sur l'apprenant? Donc, vous pouvez répondre directement dans le chat, écrire vos messages. Qu'est-ce que d'après vous permet une approche centrée principalement sur l'apprenant? Donc, je vais attendre juste un petit peu que vous puissiez écrire vos réponses.
Alors, je lis Oula, ça va vite. Une individualisation des la pertinence, un meilleur ancrage des connaissances, un ancrage mémoriel, un vrai apprentissage, avoir une formation répondant aux besoins de l'apprenant, oui, vraiment l'individu, sa mise en activité, engagement, individualisation, ça permet de reconnaître les besoins des individus, les préférences, l'andragogie, ouais, bon, vous êtes facilité, simplicité d'accès. Mhm. L'engagement, la personnalisation. Donc, il y a beaucoup de personnalisation qui apparaît. Un terme qu'on utilise tout le temps sans rien en faire. Ça, oui, c'est pas faux. L'engagement, je vois, favoriser la motivation. Mhm, tout à fait. Bah, c'est un peu tout ça. Je vous remercie de vos réponses. Celui qui développe ses propres connaissances à partir d'intégration, un bon ROI, adaptation au contexte de l'apprenant, ça fait plaisir à Marcel Lebrun. Ah, merci Frédéric, bienvenue. Je suis ravie de vous voir dans le chat, Frédéric. Le tutorat aussi, évidemment. Ouais, ça fait pas que plaisir à Marcel Lebrun. Justement, je vous propose d'explorer un peu, dans un premier temps, ce qu'est l'approche learner-centered, de quoi on parle. En fait, c'est simplement, c'est une inversion de concept. Au lieu de penser le contenu, puis ensuite de l'adapter à l'apprenant, il s'agit simplement de penser d'abord à l'apprenant, de le caractériser, et ensuite d'organiser la formation, pardon, en s'intéressant à ses modalités d'apprentissage, à ses contraintes, à ses peurs, par exemple. Ça peut être ça, notamment quand on parle de formation pour adultes, ça va être aussi à son contexte, au contexte dans lequel il travaille, à ce qui va aussi le motiver. Et en fait, c'est une approche qui date un peu, puisqu'elle en fait, elle a émergé dans les années 1980, donc au XXe siècle, euh, aux États-Unis, notamment dans la formation en langue. Et pour la plupart des chercheurs, en fait, cette approche-là constitue vraiment l'enjeu du XXIe siècle, et notamment quand on parle de formation digitale et de formation pour adultes. Euh, c'est avant tout caractériser, donc je le disais, son ou ses publics, les conditions d'apprentissage, et c'est en fait se rapprocher de la conception universelle de l'apprentissage, de ce qu'on appelle la QA, pour ceux qui connaissent un peu. Alors, ça peut passer, par exemple, en proposant un questionnaire en amont de la formation, ça c'est dans les cas où on peut le faire, ou idéalement à dresser un peu un portrait type, une fiche persona de son apprenant. En résumé, ce que permet l'approche centrée sur l'apprenant, ça va être de créer un apprentissage, de permettre un apprentissage, alors vous l'avez dit, personnalisé, c'est-à-dire quand on parle de personnalisation du parcours, un parcours qui peut être flexible, qui va être réellement adapté à l'apprenant et qui va lui laisser aussi une plus grande place à son propre choix. C'est aussi laisser de la place au choix de l'apprenant. Ça va être un apprentissage expérientiel, contextualisé, qui va permettre de donner du sens aux apprentissages à son apprenant, qui va lui permettre de comprendre pourquoi, à quoi ce que va lui apporter la formation. Et puis une participation plus active de la part de l'apprenant qui va s'appuyer notamment, alors j'ai vu tutorat, par exemple, ça peut être du tutorat, mais ça peut être aussi de la collaboration, de la co-construction. On va laisser en fait l'élément principal, l'idéal de la formation centrée sur l'apprenant, c'est vraiment de mettre l'apprenant au cœur et donc de lui laisser aussi une place dans la co-construction, dans la réflexion sur la formation. Concrètement, quand on parle de formation, de digitalisation de la formation et quand on parle notamment de son intégration dans des LMS, alors je vais m'appuyer principalement sur Moodle et Moodle Workplace puisque c'est de ça que nous sommes spécialistes à innovation, mais on pourrait étendre le sujet à d'autres modalités. Je vous propose d'explorer enfin cette thématique à travers le parcours de deux apprenants. Alors on va d'abord suivre Lisa. Alors Lisa, elle a 22 ans. C'est la reine du clic, Lisa. Elle fait des clics, personne n'imagine. Je suppose que vous connaissez ce genre d'apprenant. Elle est en formation initiale. Alors son parcours, c'est quoi? Ben, Lisa, elle a eu une scolarité un peu compliquée parce qu'elle est dyslexique et en plus, elle est malvoyante. Elle a un handicap
visuelle. Mais bon, elle a réussi à euh, continuer sa scolarité et elle a actuellement un BTS immobilier, donc en formation initiale. Ses motivations, ses besoins, elle aime beaucoup travailler avec les pairs. Ça la rassure, c'est quelque chose qui lui convient bien, qui la motive. Et puis, elle aime bien surtout que ça aille vite, pouvoir aller à son rythme et comprendre rapidement comment elle va pouvoir investir tout ce qu'elle apprend dans son futur métier. Et surtout, elle a besoin évidemment d'obtenir son diplôme. Et elle aime partager avec ses pairs. Et puis, elle a aussi des contraintes et des freins. Lisa, c'est que, bah, on l'a dit, elle a un handicap, donc déjà, ça, c'est un élément à prendre en compte. Et puis, elle travaille à côté de ses études, et surtout, elle a peur de ne pas réussir. Je vous propose aussi de suivre Michael. Alors, Michael, lui, il a 43 ans, c'est un voyageur, Michael. Un voyageur, il est continuellement sur les routes. Lui, par contre, c'est donc lui, il est déjà, il est, comment dire, il est au travail, enfin, il est en emploi. Il est commercial dans une grande entreprise, mais avant ça, il a exercé plein d'autres métiers. Il est plutôt autodidacte. Il est un peu, voilà, il sait s'adapter facilement à un nouvel environnement de travail, mais il a besoin de savoir rapidement ce qu'il doit faire et comment il doit le faire dans son métier, connaître les outils, les principes, l'esprit, l'environnement, etc. Et puis surtout, il a besoin d'être guidé. Il aime pas trop la formation en autonomie, Michael. Ça, c'est un vrai frein pour lui. Il est tout le temps sur la route, donc ça veut dire qu'il va principalement se former bah, soit sur son téléphone portable, soit sur son ordinateur, mais avec des micro-bouts à chaque fois. Et puis, il est peu à l'aise avec l'apprentissage en ligne. C'est vraiment pas quelque chose avec lequel il se sent vraiment confortable. Je vous propose de suivre leur parcours dans Moodle et Moodle Workplace. On va suivre Lisa dans Moodle et Michael dans Moodle Workplace. Alors pour information, juste pour ceux qui ne le savent pas forcément, Moodle, donc c'est la version habituelle de Moodle et Moodle Workplace, on a l'habitude de le présenter plutôt comme la version entreprise de Moodle. Je vous propose de suivre leur parcours à travers trois grandes thématiques. Alors vous en avez un peu parlé justement quand vous avez répondu dans le chat à travers l'ergonomie, qui est fondamentale, puisque quand on parle de se centrer sur l'apprenant, c'est ce qui va permettre, depuis l'accueil dans la plateforme jusqu'à l'organisation de l'espace d'apprentissage, ce qu'on appelle un cours dans Moodle. La personnalisation, donc ça c'est un élément important, vous l'avez compris, de l'approche centrée sur l'apprenant. C'est ce qui va permettre, et l'accessibilité pour Lisa, bien sûr, Frédéric. Donc c'est tout ce qui va quand on parle de personnalisation, j'irais peut-être jusqu'à l'individualisation. Pour Lisa, c'est vraiment permettre c'est ce parcours un peu différencié. Et puis la diversification des ressources et des activités. Donc ça fait partie aussi de l'approche centrée sur l'apprenant pour engager l'apprenant, lui permettre justement d'avoir quelque chose de plus varié et prendre en compte ses contraintes, ses difficultés. Pour Lisa, typiquement, ses handicaps. Donc, je vais me plonger tout de suite. Je vais suivre Lisa. Donc là, je suis connectée comme étant Lisa. Je suis sur une plateforme, donc je suis en formation initiale. Je vous rappelle que Lisa, c'est la reine du clic. Et je vous propose de voir un peu ce qui est proposé à Lisa en termes d'ergonomie. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Et quand cette plateforme a été mise en place, elle a été pensée sur l'ergonomie, les questions qui ont été posées, c'est de quelles informations mon apprenant a-t-il besoin? Quelles informations sont essentielles? Combien de clics doit-il faire pour arriver à son espace d'apprentissage? Ça paraît anodin, mais le nombre de clics à faire parfois pour arriver jusqu'à l'espace d'apprentissage, voire à l'activité dans l'espace d'apprentissage, c'est parfois décourageant et ça peut être un frein. Alors pour Lisa, non, parce qu'elle est à l'aise. Elle aime bien suivre plusieurs chemins, justement. Au départ, cette plateforme qui lui a été proposée, quand elle est arrivée dans l'espace, dans cet espace de formation, elle avait des cours qui étaient labellisés un peu bizarrement aussi, du type BTS, S6, MRT, MRC, etc. Et elle se perdait un peu dans cet espace de formation. Donc ça a été pris en compte. Et là, ce que je vous présente, en fait, c'est une page d'accueil qui est donc sur Moodle
qui a été avec le thème Boost Plus, Style, pardon, qui a été développé par Innovation et aussi qui a été animé avec le plugin EnoCards que vous avez peut-être déjà découvert dans des webinaires précédents. Ce qui est important là, c'est qu'on va donner à Lisa la possibilité d'aller voir un peu plus de choses sur son école, par exemple, d'avoir une FAQ qui est directement là, et puis d'avoir son tableau de bord sur lequel elle va retrouver par exemple, les séances en présentiel, ce qu'elle a à faire, ses cours, qu'elle va pouvoir trouver ici, donc dans le menu, dans la barre de navigation, mais aussi avec des accès rapides. Et puis, elle va pouvoir, je vais vous le montrer de ce point de vue-là, aussi aller dans ses cours directement là. Et là, c'est quand je vous parlais de labellisation, ça dans l'ergonomie, la manière dont on va dénommer ce qu'on appelle dans Moodle ou Moodle Workplace des catégories, c'est-à-dire les grands ensembles dans lesquels on va ranger les espaces de formation, les cours, c'est important aussi. C'est important pour que nous, on s'y retrouve, nous, formateurs, concepteurs pédagogiques, responsables de formation, mais c'est important aussi pour nos apprenants. Et quelque chose qui est mal labellisé ou qui est un peu sibyllin, ça peut perdre notre apprenant. Et là, Lisa, elle s'y retrouve. Elle sait qu'elle a son parcours, elle doit avoir accès au cours de son semestre 5, de son semestre 6, tout va bien, c'est clair, elle sait comment c'est organisé. Et dans chaque semestre, elle a du tronc commun, des parcours spécifiques. Donc, elle sait où elle doit cliquer. Elle n'a pas un chemin trop complexe à faire de ce point de vue-là. Dans son parcours spécifique, elle va trouver ses cours qui sont parfaitement dénommés et qui lui permettent de comprendre exactement où elle doit aller. Et elle sait que c'est le semestre 6 à chaque fois. Si par exemple il y a un cours qui est le même du semestre 5 et du semestre 6, elle sait que là, c'est le semestre 6. Je vous propose de regarder un peu ce que l'on peut faire en termes de... Donc la première préconisation en termes d'ergonomie, c'est en fonction des apprenants, penser granularité et simplicité, et notamment penser le chemin de l'apprenant. En termes de personnalisation de l'apprentissage, donc vous vous souvenez, Lisa, elle a accès sur tous ses cours sur 2 années, elle est dyslexique, elle a un handicap visuel, et puis elle aime bien aussi travailler à son rythme, échanger avec ses pairs. Là, je vous présente un cours au format tuile, toujours avec le plugin EnoCards, qui va nous permettre de faire quoi? Qui va nous permettre déjà d'accueillir l'apprenant avec des accès rapides sur les essentiels du cours. Typiquement, je fais mon test de positionnement, ce qui est toujours très bien en termes de personnalisation parce que ça va vous permettre à vous de voir un peu où ils en sont, où ils se situent, comment ils représentent aussi leur savoir. J'ai créé, le formateur, je dis je ne suis pas la formatrice, le formateur a créé un espace d'entraide où les apprenants qui se connaissent, puisqu'on est dans une formation hybride, avec des présentiels, des moments synchrones mais à distance, et puis des moments en autonomie, les apprenants vont pouvoir s'entraider. Donc c'est un forum qui sert à quelque chose. Et puis évidemment, le programme de la formation a indiqué ce que l'on va faire, ce que les attendus, peut-être comment dire, le calendrier, les échéances. Le formateur aussi investit cet espace généralité qui est dans tout cours sur Moodle et qui permet de donner des informations importantes pour les apprenants, de les accueillir comme on accueillerait quelqu'un dans une salle de formation, en fait, avec les objectifs de la formation et l'organisation de la formation. Typiquement, là, dans cette formation, qui est donc hybride, on indique à Lisa qu'elle va pouvoir choisir les modules dans lesquels les modules qu'elle veut faire, dans l'ordre qu'elle veut, le principal étant qu'elle fasse un peu de tout. Euh, et on lui indique bien qu'il faut qu'elle fasse d'abord son test de positionnement. Comment ça se passe concrètement dans une tuile? Donc là, quand on parle de personnalisation de l'apprentissage, on va se poser les questions comment adapter l'apprentissage aux besoins et aux contraintes de mes apprenants, particulièrement ici quand j'ai un cadre réglementaire et quand j'ai des apprenants qui sont éventuellement en situation de handicap. La première clé, ça serait de penser granularisation. Quand je rentre dans ma tuile, par exemple les bases de l'entretien, le formateur a prévu qu'on pouvait naviguer comme on voulait d'une activité à une autre. Lisa allait pouvoir faire un peu dans l'ordre qu'elle souhaitait, le principal étant qu'elle ait un peu tout fait. Et surtout, visuellement, on voit que l'activité est terminée ou qu'elle reste à faire. Donc, Lisa peut facilement voir ce qu'elle a déjà fait ou pas.
Là, c'est de manière automatique. On pourrait très bien imaginer aussi que l'apprenant lui-même considère comme achevé ce qu'il vient de faire. Ça, c'est donner un peu plus de choix à l'apprenant. Prenons l'exemple de Lisa. Donc là, on lui a proposé une vidéo. Je vous rappelle que, que Lisa est dyslexique et qu'elle a un handicap visuel. Eh bien là, en bas à gauche de mon écran, j'ai un petit widget qui va permettre à Lisa de déclencher le mode malvoyant sur son écran et donc de pouvoir profiter de toutes les activités qui lui sont données. En fait, l'environnement numérique va permettre de s'adapter à son handicap. C'est pas elle qui va s'adapter à l'environnement, c'est l'environnement qui s'adapte à elle, ce qui est quand même toujours mieux. Ça peut être, alors ce widget permet de faire plusieurs choses, le handicap cognitif, tout ce qui est TDAH pour l'instant, c'est un widget qui permet vraiment de, voilà, de modifier l'environnement numérique d'apprentissage pour l'adapter aux besoins euh, ou handicap de la personne. Donc Lisa pourrait faire ça. Il est évident que dans une vidéo, ce que l'on va faire aussi, c'est qu'on va la sous-titrer. Ça fait partie des principes de base. En termes de variété, donc ça, je dirais, c'est pour adapter le parcours à Lisa. Euh, je vous ai parlé aussi de la diversification des activités proposées. Quand on parle d'approche centrée sur l'apprenant, on va parler, je vous ai dit qu'il fallait qu'il soit plus actif. Ici, on est en formation initiale, on est dans une formation qui va bien s'y prêter puisqu'on parle des techniques d'entretien. Eh bien, le formateur a prévu aussi, par exemple, des travaux de groupe il utilise l'atelier, pardon, veuillez m'excuser, j'ai un peu bafouillé, l'atelier qui va permettre de faire de l'évaluation par les pairs, avec différentes phases qui vont se créer. Les pairs vont évaluer les uns les autres leurs travaux. Il les a guidés, mais il leur laisse aussi cet espace-là. Qui plus est, il les guide bien, puisqu'il leur a mis un espace de remise des travaux avec des évaluations qui sont variées. On pourrait même imaginer qu'il a co-construit la manière, enfin, les critères d'évaluation avec ses apprenants. Les questions que l'on peut se poser dans ces cas-là, c'est comment adapter l'apprentissage aux besoins et aux contraintes de mes apprenants. Donc là, les travaux de groupe se prêtent bien à cette formation. Euh, Quels sont les essentiels? Quelles activités proposer pour garantir un minimum d'accessibilité? Donc là, on l'a vu que pour Lisa, c'est possible. Quand on parle d'accessibilité, on va notamment proscrire tout ce qui est glissé-déposé qui n'est pas accessible pour les personnes qui utilisent un lecteur d'écran. Voilà pour Lisa et pour ce que ses formateurs et l'équipe a mis en place pour elle. Suivons maintenant Michael. Donc, Michael, pour rappel, puisque là, Lisa, elle est en formation initiale. Pour rappel, Michael, il est commercial, il est continuellement sur les routes. Donc, en termes d'ergonomie, là, on va prendre comment dire, point de vue, parti pris, pardon, qui va être celui de la simplification. De quelles informations l'apprenant a-t-il besoin? On revient là. Et surtout, combien de clics? Et là, le nombre de clics pour Michael, ça va être fondamental pour deux raisons. D'abord parce que il n'est pas à l'aise avec le numérique. Donc, il faut limiter les chemins d'accès. Ensuite, parce qu'il voyage. Et donc, il a besoin que ce soit rapide, efficace et qu'il comprenne, retrouve rapidement là où il doit aller. Donc là, il a une page d'accueil avec simplement une FAQ. On pourrait imaginer aussi, alors là, je me suis déjà, Michael s'est déjà connecté, mais il avait une visite guidée aussi qui lui a permis de se retrouver un peu dans ces différents espaces. Et puis, il a l'onglet Mes cours, qu'on peut renommer Mes formations éventuellement, qui va lui permettre de manière très simple et unique de retrouver les formations dans lesquelles il est inscrit. Et quand il sera familiarisé avec son apprentissage, il pourra éventuellement aller voir du côté du catalogue. Mais là, c'est très simple pour lui et visuellement, il voit qu'il a déjà commencé cette formation, donc il va pouvoir visualiser les formations qu'il a commencées ou pas. Donc, la préconisation dans ces cas-là, c'est vraiment simplifier l'accueil en réduisant les possibilités de chemin. Quand je rentre dans mon espace de formation, donc Michael, lui, il faut que ce soit rapide, efficace, visuel, simple. Il a besoin d'être guidé. Et bien là, on est dans un espace d'apprentissage qui va guider très facilement Michael. D'abord, toujours avec ses accès rapides
sur le programme de la formation. On lui a mis quand même un espace d'échange avec les participants, même si c'est une formation en autonomie, un espace d'échange qui, soit dans un forum, soit via un Padlet, on va demander, par exemple, puisque Michael n'est pas tout seul dans son entreprise, on va demander aux participants de se présenter, de dire où ils se situent géographiquement, un peu comme je vous ai demandé de le faire en début de ce webinaire, où ils se situent géographiquement, quel est leur métier, quels sont leurs hobbies éventuellement. C'est quelque chose qui peut engager et permettre de se connaître les uns les autres et de créer éventuellement un espace d'entraide. Évidemment, il y a toujours donner votre avis. Donc ici, on est dans un espace extrêmement balisé avec comment dire, des étapes que Michael va devoir franchir. Et ce qui va être intéressant en termes de personnalisation, en dehors de ce chemin très balisé, on est dans quelque chose de beaucoup plus dans un schéma linéaire de formation, c'est aussi tous les messages qu'on va mettre à nos apprenants. Plutôt que cliquer ici, de dire par exemple un j'y vais, de donner des messages un peu plus engageants qui va permettre à l'apprenant peut-être d'avoir plus envie d'y aller. Euh, Tout commence ici. Ben, moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe derrière, donc je vais aller voir si c'est une vidéo. On peut indiquer aussi le temps. Je vous rappelle que Michael, il est tout le temps sur les routes, donc il a besoin de savoir aussi combien de temps il peut consacrer à sa formation. Donc, quand il est arrivé dans cette formation, il savait que c'était une formation de 20 minutes et qu'il peut passer 5 minutes pour chaque modalité. En termes de diversification des ressources et des activités qu'on va proposer à Michael, on va se centrer principalement sur les objectifs d'apprentissage et pas nécessairement les objectifs pédagogiques. C'est qu'est-ce que Michael doit savoir faire à l'issue de la formation? Qu'est-ce qui est essentiel pour lui? Comment il va pouvoir le réinvestir dans son métier de tous les jours? Et dans ce cas-là, on va parler de la granularité. Donc là, typiquement, j'ai proposé à Michael, enfin, le formateur a proposé à Michael toujours une vidéo, mais une vidéo qu'on va pouvoir faire agrémenter de questions qui vont susciter un peu l'intérêt de l'apprenant. Donc Moodle a-t-il du style? Ben oui, Moodle a du style. Et je vais pouvoir continuer. Et je vais aussi aller, j'aurais mis un récapitulatif en fin de vidéo qui va dire, est-ce que c'est compliqué de donner du style à Moodle? Ben non, avec l'innovation, c'est facile. Bon, ça, c'était pour la petite blague, mais très sérieusement, ça va permettre aussi de donner des schémas récapitulatifs, par exemple, à Michael. Michael, il a besoin de pouvoir gérer bien son temps, ses projets, etc. Donc, on peut détourner des... Alors, c'est uniquement... Là, ce sont uniquement des activités qui sont natives dans Moodle, qui est H5P, qui est un outil assez formidable que j'utilise pas mal, et qui permet, par exemple, ici, c'est la timeline détourné en frise chronologique qui va permettre d'indiquer à Michael les différentes phases de son projet, par exemple, et comment il peut le faire. On peut évidemment utiliser comment ça s'appelle, pardon, utiliser des cartes mentales, par exemple. La personnalisation, ça peut passer aussi, si on fait un test de positionnement de départ, ça passe aussi par tous les feedbacks que vous allez mettre, notamment dans une formation en autonomie, les feedbacks que vous allez placer dans vos tests. Des feedbacks, il y en a plusieurs niveaux dans les tests et c'est ça qui est important en fait. On peut donner des compléments d'information, on peut guider l'apprenant, on peut aussi mettre un petit peu d'humour, mettre des émoticônes, des choses comme ça qui vont permettre d'animer le cours, de le rendre plus vivant, même si c'est une formation en complète autonomie. Et puis on parle beaucoup aussi de ludification. Alors, trop de ludification tue la ludification, mais on pourrait imaginer, par exemple, qu'à l'issue de cette formation, bien sûr, Michael, il va pouvoir récupérer son attestation, ça, c'est pas un problème en cliquant ici, mais il va pouvoir aussi il recevra peut-être un badge, ce qui va lui permettre de matérialiser ses apprentissages. On va évidemment à chaque fois, à chaque fin, ce qu'on appelle une boucle d'apprentissage, lui proposer un petit récapitulatif. Et même si c'est de l'autonomie, il est évident que ce n'est pas un quiz ou une mise en situation, enfin, une mise en situation en ligne qui va lui permettre de mieux comprendre, mais même si on fait un quiz, pardon, peut-être de s'attacher plutôt à des situations qu'il pourrait rencontrer dans son quotidien et qui lui permettrait justement, ça permettrait de contextualiser un peu ses apprentissages. Là, ce que je vous ai présenté, c'est en fait un cours, je vous dis un peu
le revers de ce cours, c'est un cours qui est un cours thématique, dont j'ai supprimé toutes les sections, c'est-à-dire je n'ai pas utilisé les sections. J'ai simplement utilisé le plugin EnoCars de nouveau, qui permet de visualiser aussi très bien ici les activités que Michael a faites avec des verrous. Donc là, il doit préparer ses rendez-vous, il doit travailler sur cette activité-là. Et quand il aura fait cette activité-là, ça va déverrouiller l'activité suivante. Donc là, c'est très guidé, contrairement à Lisa, à qui on laissait le libre choix de grappiller là où elle avait envie et de la façon dont elle avait envie. Donc ça, simplement pour vous dire que le format de cours en termes d'ergonomie, en termes de personnalisation est fondamental dans les choix que vous faites, c'est-à-dire la manière dont on va naviguer à l'intérieur du cours, c'est fondamental dans le choix que vous faites, pardon, pour accompagner vos apprenants. Typiquement, le format tuile que je vous ai présenté juste là, un format qui est parfois peu adapté à certaines formations, à certains publics. Il peut paraître très visuel, donc on peut mettre des images, on peut le customiser, mais parfois, ça perd un peu les apprenants. Donc c'est pour ça que là, je l'ai couplé avec EnoCard qui permet de garder cet aspect visuel et de retourner facilement, de retrouver facilement son chemin. Il faut faire très attention à ça parce que le format de cours va induire une manière de naviguer, de se repérer dans le cours. Voilà pour les cours, enfin, ce qu'on appelle des cours, qu'on peut appeler des formations, dans lesquelles on va intégrer la formation. Ce qui peut être aussi visuellement agréable pour vos apprenants, c'est si vous avez des images aussi qui permettent de se repérer quand je suis dans mes formations, dans mes cours, avoir des images qui représentent la thématique dans laquelle ils vont travailler, qui leur donnent envie d'aller. Tout cet aspect-là de l'accueil, de l'aspect visuel, vous voyez que c'est très très visuel ce que je vous ai présenté et pour autant c'est ergonomique et ça permet de guider vraiment mes apprenants ou de leur laisser la place aussi qu'ils ont besoin. Pour finir, donc ce que je dirais, je vous ai emmené rapidement, très rapidement, à travers deux apprenants, Lisa en formation initiale et Michael qui est plutôt un professionnel et qui est toujours sur le terrain. Et vous pourrez me dire, bon, tout ça, c'est bien joli, mais bon, nous, on n'a pas trop le temps, on n'a pas trop les moyens, on n'a pas trop la formation. Oui, ça, je peux l'entendre, mais vous savez comme moi que de toute façon, quand on conçoit une formation, la conception pédagogique demande du temps, au même titre qu'on aménage une salle avant d'accueillir ses stagiaires ou ses participants dans une salle, on va aménager l'espace de formation et on va prendre le temps de leur indiquer le sujet, les modalités de la formation. On le fait, et il faut le faire, il faut être d'autant plus attentif à ça quand on parle de formation digitale et notamment de formation en autonomie. Les apprenants ont besoin d'être vraiment guidés et de savoir comment ils peuvent le faire, de savoir, on peut rajouter par exemple un contact du cours, on peut faire énormément de choses qui vont permettre de guider sans sombrer dans l'extrême inverse, on va tout mettre en pensant que ça va être mieux comme ça ils auront tout. C'était un peu la panique qu'il y avait eu à un moment donné, la tendance qu'il y avait eu au moment du Covid où tout le monde a basculé ses formations en ligne, on a tout mis de peur qu'il ne manque. Les apprenants ne manquent jamais, ils ont au contraire, donc dans la granularisation, ça peut être leur permettre d'avoir des ressources complémentaires, par exemple. Le Graal, évidemment, c'est d'impliquer ces apprenants dans la conception des formations, dans la construction de leur parcours. Ça, c'est le Graal. C'est pas toujours faisable, mais si vous pouvez vous le permettre, c'est évidemment l'idéal de les faire participer. Alors, on le fait par exemple pour du FALC, pour du facile à lire et à comprendre, mais on peut l'imaginer pour n'importe quel type de formation, leur faire co-construire les grilles, leur faire choisir les thématiques, par exemple les types d'évaluation, qu'est-ce qui leur convient bien, qu'est-ce qui leur permet vraiment de se situer, eux, dans leurs acquis, ou au moins de faire tester la formation par des bêta-testeurs. Donc ça, tous les concepteurs pédagogiques le savent. On prend un groupe qui ressemble au groupe d'apprenants finaux, un public cible, et on leur fait tester la formation. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que moi qui suis conceptrice pédagogique, j'ai beau imaginer des chemins, mes apprenants, ils prennent des chemins. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Et c'est ça qui est intéressant. Le nombre de fois où moi en formation, j'entends des gens qui me disent, Christine, je suis perdue, je me suis perdue, je ne sais pas où je suis.
Je me dis, c'est intéressant parce que vous, en tant que formateur, vous êtes perdu, mais qu'est-ce que ça va être pour vos apprenants? Donc, ça oblige à réfléchir ce chemin d'accès, cette ergonomie, cette personnalisation. La personnalisation, elle passe aussi par penser euh, la manière de naviguer dans le LMS, la variété des ressources. Ça aussi, j'insiste. Pour reprendre Christiane Lison qui disait que c'est un cimetière de PDF, oui, on peut commencer doucement, mais c'est bien aussi de penser un peu on- sans varier tout le temps, mais au moins proposer différentes modalités d'apprentissage. Et bien sûr, rien n'est figé. Je vous ai dit qu'on recueille l'avis des participants, ce qui, entre parenthèses, vous permet en même temps de cocher la case Calpi. C'est toujours intéressant. L'approche centrée sur l'apprenant, c'est aussi une méthode agile, c'est-à-dire qu'on va améliorer la formation au fur et à mesure qu'elle existe. On se laisse cette marge de manœuvre, on se laisse cette marge d'amélioration, de modification, en s'appuyant sur les retours, mais aussi quand vous concevez les activités, sur les données que vous collectez. Quand je vous ai présenté ici l'achèvement d'activité, vous, ça vous permet de recueillir des choses aussi. Sur les feedbacks, ça vous permet de recueillir des données quantitatives que vous allez, avec par exemple, les questionnaires d'évaluation, pouvoir, comment dire, croiser avec des données qualitatives. Euh, Vous pourrez ainsi animer vos parcours de formation. En tout cas, chez nous, enfin chez nous, je dis chez nous, à Innovation, c'est notre credo, c'est penser apprenant. C'est pour ça qu'on a créé notamment les plugins EnoCards et nos styles. Vous accompagner dans la création d'espaces d'apprentissage engageants, accessibles. Ça, on a une grande vigilance sur l'accessibilité et adaptée. Je vous remercie de votre attention.